À notre émission de la semaine, nous recevons M. Yaovi Bouka. M. Yaovi Bouka est le vice-président exécutif et trésorier de Force Leadership Africain, qui est un organisme sans but lucratif africain et qui s'intéresse beaucoup évidemment aux investissements en Afrique. Il s'agit ici de la 5e édition de la conférence Canada-Afrique sur l'investissement justement et qui aura lieu entre autres au mois de mai 18 et le 19 mai. Donc nous parlons avec M. Yaovi Bouka en première partie de notre émission de télévision. On met le cap sur les investissements en Afrique et la question que je pose ici, pourquoi investir en Afrique maintenant? M. Bouka pourra répondre à la question. En deuxième partie de cette émission, nous recevons M. Raoul Tamekou Tchoa. M. Raoul Tamekou Tchoa est entre autres le directeur général de ID Afrique et responsable du comité culture, art et société du CERCOT à Force Leadership Africain. Et nous parlons avec ce monsieur entre autres d'un sujet pertinent. On parle ici des nouveaux terrains du racisme anti-noir. Je répète, les nouveaux terrains du racisme anti-noir. Imaginez, lutter contre la désinformation en ligne et la propagation de la haine raciale au Canada. Donc, c'est notre deuxième sujet donc, de la soirée. Voilà, madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka, bienvenue dans notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois grand bonjour, encore une fois bonne année pour la nouvelle année 2023. On se souhaite, pourquoi pas, la santé tout d'abord. Et l'amour, ça c'est important, et pourquoi pas la réalisation de nos projets. Alors, à l'émission aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur. Il s'agit de monsieur Yaovi Bouka, toujours avec son grand sourire. Nous parlons ici de la 5e édition de la conférence Canada-Afrique sur l'investissement qui auront lieu entre le 18 et le 19 mai 2023. Bonjour monsieur Bouka, comment ça va? Ça va bien monsieur Ngaka. Si vous permettez, j'aimerais commencer par, comme vous, souhaiter à vos éditeurs une excellente année. À nos téléspectateurs. À vos téléspectateurs. Oui. Une excellente année 2023 remplie de bonne santé, de succès et de bonheur. Oui, la santé surtout, hein. La santé surtout parce que moi, en fait, je vous dis, la santé, j'aime bien parler à mon public comme si on était chez nous en famille, vraiment, on est là ensemble. Et puis, je sais que les gens nous suivent quand même parce que j'ai eu quand même des bons commentaires et à ma grande surprise. Et moi, j'aime bien dire que la santé, pourquoi? Parce qu'on entend à gauche et à droite, un tel qui est décédé, un tel autre qui est décédé. Personnellement, des amis que j'ai connus, soit en fait de l'université, on s'était perdu de vue. Je vois la photo par hasard sur Facebook. Un homme, une femme, tu sais, des enfants. Et puis les artistes, tu sais. Et les personnalités, tu sais, la reine, oh moi, je me suis dit, mais ça veut dire que moi là, c'est mon tour arrive bientôt. On se pose plusieurs questions, vous savez. On se dit, mais la santé. Et surtout qu'avec tous ces fléaux bizarres, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la planète? Est-ce que vous êtes toujours un homme très, très optimiste? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour l'année 2023? Qu'on entende un peu des bonnes choses, l'optimisme, la vie. D'abord, nous sommes chanceux d'être en vie, comme vous le dites. Parce que tous les jours, il y a certains qui quittent le train. Pour paraphraser quelqu'un, nous sommes tous comme dans un train. Et à la prochaine station, on ne sait pas qui va descendre. Et comme il y a des certitudes, tous les jours que Dieu fait, il y a des naissances. Et tous les jours, il y a des gens qui descendent du train. Et lorsqu'on est dans cette conception réaliste du monde, la mort ne nous fait plus peur. On a peur de la mort que lorsqu'on pense que ça ne nous arriverait pas. Ça, c'est la première des choses. Mais en fait, on le pense naïvement parce qu'en fait, tout le monde le sait très bien que, bon, un jour, on va quand même partir. Exactement. La deuxième chose, c'est que effectivement, depuis 2 ans ou maintenant 3e année, on est dans une pandémie. Mais l'histoire nous apprend que ce n'est pas la première pandémie qu'on aura vécue. On nous parle de grippe espagnole et d'autres choses.
il y a un certain nombre de maladies. Je ne suis pas médecin, mais il y a plusieurs maladies qui ont terrassé le monde et malgré tout, les progrès de la technologie permettent de continuer et c'est ça. Alors, si vous voulez un optimisme par rapport à ça, c'est qu'il y a 3 éléments. On est conscient du fait que nous sommes dans un monde plus éclairé. La deuxième chose, c'est que les progrès de la médecine, les progrès de la science nous permettent de détecter. Dans le temps, on n'aurait même pas su ce qui se passait. Aujourd'hui, on le sait, on peut même calibrer tout ça et des mesures à prendre telles que le masque et tout ça. Et c'est ça un élément d'optimisme. Le troisième, c'est que on parle de l'année 2023. Selon moi, l'année 2023, nous espérons que les canons vont se taire quelque part, que je ne citerai pas. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, comme ça s'est passé pas plus tard qu'il y a 24 heures au Brésil et tout ça, de plus en plus, les gens se rendent compte que ça, c'est de la bêtise, entre guillemets, et que ce n'est pas là. Autrement dit, ce que je veux dire, que la conscientisation du monde constitue, si vous voulez, la meilleure nouvelle. Parce que même là où les jeunes, je vous prends toujours l'exemple de l'Afrique, l'exemple de l'Afrique, comme introduction. Vous connaissez les statistiques, je le répète. On est actuellement à 1,4 milliard d'habitants. En Afrique. En Afrique. Oui. Et sur ces 1,4 milliard d'habitants, 60% ont moins de 24 ans. Il y a un potentiel énorme. On le prend soit sous forme de menace ou de potentiel. Oui. Menace si on ne veut pas faire le changement. Parce que le changement arrive avec cette jeunesse qui a une arme redoutable qui est l'information et la technologie. On le prend comme potentiel si on veut travailler, prendre conscience de cette jeunesse pour travailler. Alors voilà un certain nombre d'éléments, si vous voulez, d'optimisme pour l'Afrique et le monde entier. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bien, vous avez en fait répondu largement à ma question, comme toujours, M. Bouka. Là, on va attaquer en fait directement cette 5e édition de la conférence Canada-Afrique sur l'investissement. Où est-ce que vous en êtes? Nous sommes assez avancés. Plus de 50% de nos conférenciers ont déjà confirmé leur présentation. Donc, alors, l'édition, si vous voulez, de 2023, ça va être comme l'année 2022, de type hybride. C'est-à-dire que nos auditeurs, nos téléspectateurs de l'extérieur, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Europe, vont pouvoir y participer en ligne. Mais nous voulons aussi, et c'est la première fois, que les gens se sentent libres, si vous voulez, de se déplacer. Et on a déjà des personnes d'Afrique et des États-Unis, par exemple, qui nous disent, bon, cette année, on aimerait venir en personne. Et donc, c'est un format hybride que nous allons Juste pour aller très vite, avant de revenir à mon autre question, parce que là, je suis curieux comme toujours. Vous me dites qu'il y a des têtes d'affiche qui ne sont pas venues, qui viendront juste pour nous éclairer un peu. Parmi les têtes d'affiche, vous parlez de qui? Nous avons invité plusieurs ministres. Vous savez, avec les ministres, il faut être prudent. On vous dit, oui, mais peut-être que ce jour-là, ils ont un conseil des ministres, ils ne peuvent pas. Je vous donne par exemple certaines personnalités que nous avons invitées. Oui. Nous avons l'organe qui gère les fonds souverains, qui fait la confédération des fonds souverains en Afrique à partir du Maroc. Et il y aura donc quelqu'un qui va venir de là. Nous avons entre autres, invité le ministre de la Technologie du Sénégal. Nous avons invité le ministre du Commerce du Ghana, le ministre des Travaux publics de l'Ouganda. On est sorti, si vous voulez, de la francophonie pour l'élargir ici. Le ministre des Finances du Bénin, qui fait de très, très bonnes choses. On se demande comment est-ce qu'il fait pour ramasser de l'argent malgré la crise. Et d'autres personnalités. Ça, si vous voulez, ce sont des gouvernants. Mais on a aussi des gens, par exemple, du Fonds monétaire international qui vont être présents. Plusieurs professeurs de l'Université de Toronto, de l'Université d'Ottawa et plusieurs personnalités des mondes des affaires aussi qui vont être présents. Au niveau du Québec? Ici, au niveau du Québec. L'année dernière, par exemple, la ministre des Relations internationales a été représentée par le délégué du Québec à Abidjan. Cette année, nous sommes en discussion avec le cabinet de la ministre. On ne sait pas qui elle va parce qu'on a une nouvelle ministre. On ne sait pas qui elle va désigner. Est-ce qu'elle sera là ou non? Est-ce que le Premier ministre, M. Legault, sera là aussi? Non, nous n'avons pas invité. Ni en fait M. Trudeau? Non, nous traitons plutôt avec les ministres responsables du dossier du commerce international et de les relations. Ni en fait la mairesse de Jean-Ville Montréal? Non, pour le moment, notre cible,
c'est le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Nous tendrons la main à la ville de Montréal si Parce que je vous pose ces questions. Oui. D'abord, ça m'intéresse personnellement. Bien sûr. Je commence à me réveiller un peu plus. On fait des émissions ici, mais je regarde l'Afrique aussi, comme tout le monde, et ça m'intéresse. Bien sûr. Et je vous pose cette question parce que on parle ici de la 5e édition de la conférence Canada-Afrique sur l'investissement. Oui. Oui. Alors, juste rappeler rapido presto à nos téléspectateurs, juste pour leur permettre de bien saisir de quoi nous parlons ici. De quoi s'agit-il? Bon, alors, ça c'est une question très pertinente. Oui. 4 éléments à mettre en perspective. Depuis plusieurs années, l'Afrique était comme un continent délaissé. Délaissé? Délaissé. Pourtant, l'Europe a toujours été présente. Ah oui, mais c'est ça qu'on disait. Alors, on regardait ça un peu, et puis, oh, moi, je ne vais pas aller... Je vais vous parler québécois. Oui, je n'irai pas là, c'est trop loin, vous comprenez? Oui. Mais depuis 2 ans, tant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement provincial, il y a une nouvelle dynamique. Il y a une politique. Oui. Lorsque vous dites « je n'irai pas là », c'est-à-dire que lorsque vous approchez les milieux des affaires québécois, c'est ça. Ils vous répondaient ben, on ne va pas aller là parce que c'est trop loin. C'est ça? L'Afrique, c'est très loin. C'était loin pour eux. Non, mais soyons réalistes. Les réponses sont les suivantes. 75% des relations Canada se fait avec les États-Unis. Vous le savez ça. Oui, bien sûr, c'est quand même le partenaire privilégié, le voisin naturel. Au plan technologique, il y avait 2 pôles. Il y avait l'Europe et l'Asie. Alors, nous, en Afrique, on n'aidait pas non plus la cause. Je vais vous le dire la vérité. C'est-à-dire que, vous voyez, on veut traiter avec les gens où la parole donnée va suivre les actes et les délais sont courts. Oui. En Afrique, ça prend trop de temps pour discuter et on veut... Il y a des gens d'affaires qui veulent discuter avec des hommes d'affaires. Ils ne veulent pas tout le temps discuter avec le ministre. Vous comprenez? Oui. Parce que le ministre, il est là comme facilitateur. Mais ce qui s'est passé pendant longtemps en Afrique, c'est que le ministre veut être en même temps le facilitateur et le réalisateur. En fait, il monopolise carrément le projet finalement. Il manquait en Afrique ce que Jean Boissonnat appelait les développeurs, que ce sont les gens d'affaires. Il n'y en avait pas beaucoup dans le temps. Et maintenant, on a les Dangote, il y en a plusieurs comme ça, qui, si vous voulez, ils sont en mesure de parler d'égal à égal avec leurs gens d'affaires. C'est quoi parler d'égal à égal? Et parler à égal, c'est qu'on a un projet. Je vais prendre un exemple. On vient de faire la conférence sur le climat. Et on dit maintenant, on est dans la phase de la transition énergétique. Alors, un homme d'affaires du RDC, dont vous êtes originaire, qui a un projet de développement du solaire au Katanga, va parler avec une compagnie de Montréal dans le domaine du solaire, et on parle d'égal à égal, on parle le même langage, on veut du solaire. Et donc le gouvernement ne sera que des facilitateurs. C'est ce que j'appelle d'égal à égal. Alors là maintenant, pendant longtemps, on allait voir un ministre qui est là peut-être pour 2 ou 3 mois, qui va partir, qui ne maîtrise pas tout à fait, et l'homme d'affaires, il veut bien sûr discuter avec le ministre, mais il veut son partenaire, son homme d'affaires avec qui vous parlez des réalités de la technologie et du financement. Et ça ne se faisait pas? Pas suffisamment. Aujourd'hui, en fait... on commence à avancer. Voilà, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, le premier élément, si vous voulez ça, l'aspect de l'opportunité concrète. Il y avait le potentiel d'opportunité, mais il n'y avait pas de potentiel concret. Comme je disais à l'heure, l'homme d'affaires québécois qui prend son avion, il va à Seattle, ici son contrat, l'après-midi, il revient, il commence le lendemain. En Afrique, ça le prenait 1 mois, 2 mois, 6 mois, et puis à ce moment-là, il dit, ben, tout ce temps-là, je préfère l'investir à court terme. Or, comme vous le savez, et c'est ça le bon côté de l'affaire, pas plus tard que le mois passé, vous l'avez vu avec moi, le gouvernement américain dit à l'Afrique, quand vous réussissez, nous réussissons. Ça sonne très fort, ça. Ça sonne très fort. Vous parlez du dernier sommet. C'est la première fois. Et il y a quelques semaines, le gouvernement canadien a reçu, ici à Ottawa, en séance de travail de haut niveau, le président de la Commission de l'Union africaine. Pour dire, nous sommes en partenariat. Même langage. Si l'Afrique réussit, nous réussissons au Canada. Et donc l'Afrique est revenue, si vous voulez, au centre des préoccupations. Au centre en matière géopolitique,
mais aussi en matière de disposition des ressources et aussi, et là je l'ai dit tout à l'heure, en matière de disponibilité de la main-d'œuvre. Et là, politiquement, on parle, si vous voulez, au Québec, du recul de la francophonie. Mais le continent le plus francophone de l'Afrique, c'est l'Afrique. Du monde, c'est l'Afrique. Et donc, si on veut, si vous voulez, augmenter le nombre de francophones ici, au Québec et au Canada, ben, il y a plein de francophones en Afrique qui sont prêts à venir travailler et faire grandir le Canada. Je vais revenir sur un point. Lorsque vous parliez tout à l'heure de l'organisation, même de la structure même de la politique étrangère canadienne, je vous précise des éléments que vous avez mentionnés, que vous parliez du fait que le premier partenaire, évidemment, canadien, il est naturellement, ce sont les États-Unis, c'est le partenaire traditionnel, mais également, vous le savez, sous M. Trudeau, dans les années 68, 69, 70, il y a eu ce qu'ils ont appelé ici la diversification, et c'était l'Europe, donc, qui en fait était le partenaire, ainsi que la Chine aussi, et même cela, ça a énervé même les Américains lorsque Trudeau l'a fait à cette époque-là. Bon, et c'est encore Trudeau qui a emmené des marais, tout ce monde-là, en Chine. On ne l'a jamais dit, mais c'est ça. Mais l'Afrique, c'était aussi dans le même cadre. C'est-à-dire quand on parlait de la politique de carrément diversification, on regardait également l'Afrique et l'Afrique francophone pour contrer le Québec qui, lui, par les religions, commençait à s'insérer tranquillement. Donc, il y avait une bataille entre le Québec et le fédéral pour rentrer sur le marché africain. Mais nous, aujourd'hui, on se dit, mais tiens, quand on parle avec le milieu des affaires, ils nous disent, mais non, mais nous, c'est l'Amérique latine, en fait. C'est encore plus près, ils sont mieux organisés que vous, sur le plan infrastructure et tout. On préfère, ça je vous le dis franchement, on préfère faire affaire avec eux parce qu'il y a l'organisation, il y a l'infrastructure. Un autre pays, le Maroc, en Afrique du Nord, là aussi on parle d'infrastructure aussi, l'organisation, le sérieux finalement, qui conduit à finaliser le projet. Je m'arrête là. Maintenant ma question, nous, n'importe qui suit cette émission, n'importe quel Africain, quel Québécois qui suit, et moi on me la pose souvent, c'est quoi votre problème, vous, en Afrique noire? Vous avez tout, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est quoi? Vous, comme professeur d'université, vous l'avez vu, vous l'avez étudié. Répondez-nous maintenant. Il faut que nous commencions à nous dire la vérité. Allez-y. Voyez-vous? Oui. Le problème qu'il y a en Afrique, c'est le désir de s'arracher, de s'attacher au statu quo. C'est-à-dire? Le statu quo, c'est-à-dire, c'est de penser qu'on peut vivre uniquement de la rente. La rente des matières premières. La rente du pouvoir. On est dans un monde qui bouge. On ne peut pas tout le temps se gargariser la gorge pour dire « ça fait 50 ans, 70 ans qu'on est là et on veut rester là ». C'est la vérité. Il faut commencer pour se dire la vérité. Donc, il y a, si vous voulez, l'organisation politique. On disait tout à l'heure que pour développer un pays, il faut des entrepreneurs. Quelle est la caractéristique de l'entrepreneur? La première chose dont il a besoin, ce n'est pas de l'argent. Curieusement, ce n'est pas de l'argent. Il a besoin de la liberté. Comme dirait quelqu'un, le président du forum de Davos, il a expliqué ça en disant que pendant longtemps, à la naissance du capitalisme, ce qui était l'élément central, c'était l'argent. Aujourd'hui, c'est le talent. Et c'est pour ça que tout le monde va en Californie. Parce que là, tu arrives avec des talents, et tu trouves des gens et vous vous mettez à travailler. Ce qui manque cruellement dans nos pays en Afrique, c'est cet esprit de liberté d'opération. Et même les hommes d'affaires, et je vais paraphraser quelqu'un qui dit « Oh, si on aide tel à réussir, il va venir prendre le pouvoir. » Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. C'est ça la vérité. Vous me dites ce qui manque en Afrique? Il manque 3 choses fondamentales. La première chose, c'est la liberté d'expression, la liberté d'action, la liberté d'entreprendre. On ne l'a pas.
Non, je ne dis pas qu'on ne l'a pas. Il manque, c'est une carence. Ça veut dire qu'on ne l'a pas. La deuxième chose, c'est la capacité de dire au ministre des Finances, au ministre de l'Industrie, non, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Il faut pouvoir le lui dire. Mais là, en Afrique, quand on le dit, il a peur pour son commerce, pas pour son poste de fonctionnaire. Non, il a même peur qu'on ferme son commerce. Vous comprenez? La troisième chose, c'est les sources, si vous voulez, pas les sources, les moyens, la façon d'attirer le capital. C'est ce qu'on appelle la réputation financière. Voyez-vous? Oui. Moi, je suis dans le domaine de la finance. À chaque fois que les gestionnaires parlent, je les écoute. On parle de l'Europe, on parle de l'Asie, on parle de l'Amérique. Et puis, c'est comme si l'Afrique n'existait pas. Et pourquoi? Mais c'est parce qu'on n'a pas des références l'élément fondamental de l'investissement, c'est la confiance. Les gens n'ont pas confiance en notre modèle d'opération parce qu'on ne veut pas donner l'information ou l'information n'est pas bien structurée. Nous devons donc travailler sur ces éléments-là. On parle de l'investissement. Et quelquefois, nous disons quelquefois à certains responsables, ouvrez votre pays, prenez des structures. Il faut pas... Je donnerai un exemple d'un pays que je ne nommerai pas ici. Ils ont privatisé toutes les banques du pays. Et ils disent que l'investissement va venir à 70% de l'étranger. Or, la CNUSED, la conférence des Nations Unies, pour ils ont fait des études et ils ont montré que entre 1905 et 1915, par exemple, le montant des transferts des fonds à partir de l'Afrique vers l'extérieur est supérieur à l'ensemble de l'investissement venant de l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas le cas pour la plupart des pays africains? Mais vous êtes tenté de mettre le doigt là-dessus. Alors vous me dites ce qu'il manque. Il manque le capital, il faut retenir le capital pour attirer des capitaux. C'est ça qu'on appelle le partenariat. Nous voulons faire du partenariat gagnant-gagnant. Mais on ne peut pas s'attendre à que les gens apportent 100% du financement. Le financement existe, mais il s'en va ailleurs. Et ça se fait parce qu'il n'y a pas une structure de liberté, si vous voulez, de la bonne gouvernance financière. C'est ça qui manque. Auparavant, on faisait de l'hypocrisie, on tournait autour du pot. Mais si on veut être adulte, pour attirer des capitaux américains, canadiens et tout ça, nous devons structurer notre situation économique. On doit structurer la façon de gérer la finance pour que le financier vienne avec son capital pour faire du partenariat. Est-ce que sentez-vous qu'on est en voie de le faire actuellement? Je le sens. Oui. Quand j'écoute un peu, si vous voulez, j'ai écouté en ligne le dernier sommet sur l'investissement en Afrique du Sud. Et j'ai écouté tous les grands dirigeants, dont le président de la Banque africaine de développement. Et maintenant, ils veulent, si vous voulez, prendre ce dossier-là en main, en parlant directement aux dirigeants. Pour que, voyez-vous, au fond, ce qui manque en Afrique, c'est que le leadership est à 90% politique. C'est déséquilibré. Il faut qu'il y ait un leadership politique, mais qu'il y ait un leadership économique. Et que le leadership économique soit en mesure de prendre les décisions sans avoir toujours peur du leadership politique. Ce n'est qu'en ce moment-là que les choses vont être équilibrées. Il y a de nombreux Africains qui vous regardent, qui vous écoutent attentivement, actuellement. Oui. On est tous, comme dirait un de mes professeurs d'université, suspendus à vos lèvres. Oui. Ma question est celle-ci. Monsieur Bouka, est-ce que vous ne rêvez pas, quelque part? Non, au contraire. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé, et oui, je vais vous mais dire dans pourquoi. la réalité, dans nos mentalités à nous, dans la façon de faire. Je vais vous dire, mon cher ami, Henri. Oui. Allez-y. Je vais parler en langue. Lorsqu'on a une grosse piscine remplie d'eau et que les gens sautent dans l'eau, on ne sait pas qui est beau, qui n'est pas beau. Parce que l'eau nous couvre notre corps. En période de crise, lorsque l'eau se retire, là on découvre celui qui est athlétique, celui qui n'est pas athlétique. La situation en Afrique est la suivante. Actuellement, il y a la pression démographique qui est là. Il y a le fait que les pays donateurs ont leurs propres problèmes. Ils ne peuvent plus donner sans regarder. Il y a donc un manque du capital. Donc, à ce moment-là, les gens sont en crise. Et le phénomène climatique qui amène la famine, oui. et tout ça. Oui. Et tout ça fait que le capital est rare.
dans ces périodes-là, les gens se réveillent. Et ce que j'anticipe pour l'Afrique, c'est un réveil de prise de conscience, y compris ceux qui ne veulent pas changer. Ils vont comprendre que c'est dans leur intérêt de changer, de permettre l'émergence du savoir-faire technologique, de permettre la croissance du leadership économique. D'une classe économique. Qui va permettre, nationale comme qui va permettre à cette jeunesse, à 60%, qui ont moins de 24 ans, de rêver, de ne plus seulement penser à la Méditerranée. Sentez-vous qu'on s'en va? Sentez-vous que vraiment c'est la réalité qui qu'on s'en va vers cela. C'est la réalité du terrain qui l'impose. C'est pas Yaovi. Tous les éléments que je viens de vous mettre, hein, l'insécurité, hein, dans des vastes régions. Alors qu'on sait par exemple qu'en dessous du Sahara, il y a des nappes d'eau, du pétrole et tout ça. Qu'est-ce qui manque? C'est la sécurité, c'est la liberté, c'est la capacité de se parler. Oui, pas seulement de dire on va chasser les djihadistes. Non, il faut leur apporter de l'espoir. Oui. Le jour où ils ont de l'espoir, ils vont rentrer, travailler dans les villes et apporter la sécurité, la prospérité pour tout le monde. C'est mon vœu pour 2023 et 2024. Dites-moi, pourquoi le grand public qui nous regarde actuellement devrait-il venir participer, assister en grand nombre à votre conférence? Il y a trois raisons fondamentales. Oui. La première, c'est que pour une fois, tant au fédéral qu'au provincial, il y a une nouvelle politique de développement des relations Canada-Afrique. Deuxième raison, il y a un désir de l'Afrique de faire des affaires d'égal à égal avec l'Amérique du Nord. Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Ça n'a pas toujours été. Vous connaissez les régions. Il y avait les gens qui préféraient aller en Europe. Et la Chine qui est arrivée avec des façons de faire un peu cavalières. Mais les gens ils ont découvert après. Il y avait aussi certains pays africains qui parlaient de diversification dans leur politique étrangère. C'est-à-dire que, oui, on a nos partenaires traditionnels. Dans le cas du Congo, c'était tout d'abord la Belgique, les États-Unis, partenaires traditionnels, ainsi que nos voisins. Vous avez dit, Henri, traditionnel, n'est-ce pas? On est sorti du traditionnel. On veut quelque chose. Croyez-le sincèrement? Oui, c'est avec le temps. Donner de l'espoir, donner le temps. Et le troisième fondamental. Croyez-vous que la France, par l'entremise de l'Union européenne, va lâcher le morceau? Ce n'est pas une question. On distribue facilement les voitures Renault, les voitures Peugeot que l'on ne vend pratiquement nulle part ailleurs que sur ce continent-là. Ce n'est pas une question de donner. Et là, si vous permettez, je vais le mettre sur quelque chose. Pendant longtemps, ce que nous aimions en Afrique, hein, nous n'aimons pas nous parler entre nous les Africains. Ce qui était bon, c'est ce qui s'est passé au sommet Afrique-Europe, Afrique-Chine, et même Afrique, des petits pays comme la Turquie, Afrique-Turquie, Afrique-Inde, et maintenant Afrique. Non, nous sommes arrivés au moment où nous devons nous-mêmes nous parler entre nous en Afrique pour développer ce que nous voulons. C'est là où il y a le partenariat. Ce que vous dites là, c'est le passé. Et moi, je parle avec des jeunes, des gens de ma génération, qui maintenant qui sont prêts à prendre le train. Comme je viens de vous dire, les éléments que nous avons actuellement sur la table, la crise que nous venons de vivre, ça a réveillé tout le monde. Et qu'il faut paraphraser l'administrateur de PNUD, nous sommes propulsés dans une zone où nous devons rechercher un nouveau partenariat dans lequel tout le monde va travailler. Et là, l'émergence de la France, de l'Afrique, vous voyez, c'est sorti, hein, la France. Hein? Non, je ne voulais pas parler de la France. L'émergence de l'Afrique, sa technologie, sa jeunesse, son originalité, pour apporter sa pierre authentique à bâtir la communauté internationale. Savez-vous, lorsque je vous entends parler, je trouve ça absolument extraordinaire. D'abord, je dis merci d'être en vie. Pourquoi est-ce que moi je vous dis ça? Parce que je ramène ça à moi-même, ma propre vie. C'est que tout jeune garçon, mon cher papa, me parlait beaucoup de l'unité africaine. L'unité africaine. Et me parlait beaucoup de M. Kwame Nkrumah. En me disant, mon fils, tu sais que cet homme-là, ce grand universitaire qui a étudié aux États-Unis, tu sais qu'il était le premier à parler du marché commun africain. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était, mais comme c'est papa qui parlait, évidemment, je l'écoutais avec attention, avec admiration, et dit le premier parlement
le premier, l'unité même, l'unité monétaire et tout, c'est lui. Mais dommage, dommage, ils l'ont écarté comme les autres. Peut-être un jour, ça va se faire. Alors moi, je suis là aujourd'hui, ce jour-là, je vous entends parler, nous ressortir la vraie réalité. On s'en va vraiment vers ça, vers ce que l'on appelle l'Union africaine comme telle, vers l'organisation comme telle de cette unité-là. Je m'arrête là, mais sur ça, je vais apporter une dernière question. Hier, je lisais sur Facebook un document qui disait une organisation ZACLEF, quelque chose du genre, et on encourageait beaucoup les Congolais à poser leur candidature dans cette organisation. Et comme j'étais curieux, je m'en vais voir comme tel, je vois que tiens, c'est qui regroupe plusieurs pays, pratiquement tous les pays d'Afrique. Et là-dedans, c'est tous les projets, tout ce que tu veux. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, est-ce que c'est réel maintenant? Ça veut dire que l'Afrique, vraiment, on s'en va vers une organisation, vraiment, on veut s'unir vraiment pour créer un gros marché, là, un gros marché, comme les idées qu'avait M. Kwame Nkrumah à l'époque déjà. Mais est-ce que c'est possible réellement quand on voit toutes les crises, toutes ces différences-là qu'il y a entre nous, et finalement, on a cette impression qu'on ne s'aime même pas, en plus qu'on ne se connaît même pas du tout. Oui, mais vous savez, souvent, les meilleurs jours arrivent après les crises. Comme dirait l'expression, après la pluie, le beau temps. Le beau temps. Et je pense que les défis que nous avons rencontrés, et les défis face auxquels nous sommes aujourd'hui, nous obligent à sortir de l'isolement, à se connaître. Il ne s'agit pas seulement de s'unir, non. Moi, j'invite plutôt les professionnels à se regrouper par discipline pour faire des projets concrets. Oui. C'est assez oui. Les discours, oui. La nostalgie, la philosophie. Non, allons vers des choses concrètes. Oui. Hein? Les scientifiques, ceux qui aiment les gens du génie, de toutes les disciplines, qui se remettent. Et oui. ce qui va, si vous voulez, les marquer. Oui. C'est ce qu'ils vont faire ensemble. D'accord. Pas seulement ce qu'ils ont envie de discuter. Oui. Non, ce qu'ils vont faire ensemble. Okay. Et c'est ça qui fera la différence en Afrique. Écoutez, avant de nous laisser, M. Bouka, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un habitué. Et je le précise, M. Bouka est professeur d'université. Oui, mais non, là, je suis dans la vie privée. D'accord, mais il a un PhD en tout ce qui est gestion. Il a même travaillé avec HEC. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est un plaisir. Mais dites-moi, une question avant de vous laisser, question directe face à face. Pourquoi est-ce que moi, si j'ai un projet très intéressant qui touche l'Afrique, pourquoi est-ce que je devrais le soumettre auprès de votre organisation, vous? Et quel est le sérieux qui fait que ce projet, parce que moi, si j'ai un projet sur lequel moi j'ai travaillé pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, je veux qu'il soit réalisé, qu'il se réalise, c'est mon rêve. Et il y a plein, parmi d'autres personnes, comme moi aussi, chez les Africains, qui ont des projets dans leur cave, là, c'est jauni, parce que j'en ai parlé longuement avec plusieurs, qui se disent, bah, on est là, on regarde ça, c'est pas sérieux. Là, vous êtes là, vous. Et moi-même, je suis curieux, sincèrement. Pourquoi est-ce que moi, je vous présenterai mon projet et où est-ce que tout cela pourrait mener? Qui est-ce que je vais rencontrer? C'est vraiment concret, réellement. Je m'arrête là. Voyez-vous, je vais être humble en vous disant que nous n'avons pas la solution à tout. Nous sommes dans le mouvement de ce que je viens de décrire. Oui. Force Leadership Africain est une organisation panafricaine et intergénérationnelle, ayant pour objectif de promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat dans notre communauté, mais aussi de participer à l'édification des partenariats Canada-Afrique. Pour ce faire, nous nous sommes dotés d'une structure opérationnelle qui s'appelle CERCOT, Centre de référence professionnelle et de transfert de technologie. Transfert de technologie. Oui. Et donc, à l'intérieur de cette structure dont je suis le cuisinier, comme on appelle, si vous voulez, l'administrateur, nous opérons par secteur. Ceux qui s'occupent du commerce et d'investissement à part, pas séparés. Il y a un secteur, il y a un comité qui s'occupe du développement de l'entrepreneuriat, un comité, celui que vous allez recevoir tout à l'heure, Monsieur Raoul, il est responsable du département culture, art et société, ceux qui s'occupent des questions de société. Il y a ceux qui s'occupent des questions juridiques. Donc, on se réunit par spécialité pour faire avancer les projets. Donc, si vous nous amenez notre projet, en fonction de la nature du projet, on va vous faire coacher par les gens du département qui sont pertinents par rapport à votre projet. Et avec ça, nous sommes en relation avec différents bailleurs de fonds. On va faire, si vous voulez, pour vous,
les premiers pas, mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions du sérieux ou du financement de votre projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que prenez-vous un certain pourcentage? Si oui, c'est lequel? Mais ça, ce sont des discussions qui vont se faire en fonction des projets et en fonction de la nature de la personne. Mais généralement, est-ce qu'on parle de 10%, 15%, 25%? Il se peut qu'on vous mette en relation tout simplement avec la structure. Je vous donne un exemple concret. Si quelqu'un a un projet d'immigration, on n'est pas des spécialistes des immigrations. Il nous amène le projet, tout ce qu'on va faire, on vous dit non, on ne fait pas ça. Allez voir telle madame qui est spécialiste des questions d'immigration. Il n'y a pas de pourcentage. Mais si c'est un projet d'affaires qui peut rapporter des milliards, et vous le savez comme moi. Si des projets, ils amènent des projets, les gens de notre structure vont s'impliquer. Et c'est pour nous une certaine façon d'avoir des récompenses, que des gens du projet. Des gens de notre structure vont s'intéresser au projet et ils vont faire le projet ensemble. Avez-vous des exemples concrets sur lesquels il y a eu des projets qui se sont faits de A à Z? Lesquels? Je préfère ne pas en parler dans les médias. D'accord. Voilà. Mais en fait, est-ce qu'il y en a eu? Il y a des projets. Oui, il y a des projets sur lesquels nous sommes en train de faire avancer les choses. Beaucoup? Non, je ne dirais pas beaucoup. On a des projets sur lesquels nous travaillons. Et comment est-ce que les gouvernements des pays d'Afrique vous reçoivent? Ah, mais ils sont très intéressés. Nous travaillons avec les ambassades. D'ailleurs, la preuve, c'est que récemment, lorsqu'on a fêté la fête de l'Union africaine, nous avons été invités, on a discuté de comment on va travailler ensemble. Et d'ailleurs, quand les ministres dont je viens de vous parler tout à l'heure, nous ne les invitons plus directement. Nous demandons à l'ambassadeur, envoyez-nous, nous voulons le ministre des Travaux publics de l'Ouganda, on demande à la ministre de l'Ouganda, ici, qui connaît notre sérieux, d'inviter pour nous son ministre. Ça va beaucoup plus de facilité. L'année dernière, par exemple, on a travaillé comme ça avec le ministre des Mines de la Guinée. C'est l'ambassade de la Guinée ici au Canada qui a invité pour nous, qui a tout préparé, de telle manière qu'il n'y a pas de « on va ». Non, c'est eux. Si ça ne marche pas, c'est leur responsabilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu à ma question. Je dois déjà vous dire merci. C'est tout le temps que nous avions avec nous. Je vais vous souhaiter une très bonne année. Merci à vous et puis bonne année à vous aussi et beaucoup de succès et de santé. Merci. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka.